Voilà, nous sommes en live. Bienvenue à tous. Éthiquement parlant, aujourd'hui, on reçoit Richard Armenant, alors qui a une histoire improbable, hein, mais la fiction, la réalité dépasse la fiction. Donc pour ceux qui sont adeptes de mafiosa, d'engrenage, de la série Marseille, là on est en plein dedans. Donc Richard, il va faire court parce que ça dure depuis 15 ans, 16 ans son histoire. En revanche, 20 ans. 20 ans. Bon. En revanche, Sébastien est là en renfort pour caler avec l'actualité et donner des informations, puisqu'effectivement, l'engrenage dans lequel a été pris Richard est assez extraordinaire, mais néanmoins aussi banal par rapport au fait que la justice est défaillante, les systèmes bancaires, etc. Donc, je vous laisse vous présenter brièvement, Richard. Oui, alors, je vais me présenter en 3 points assez rapidement. Donc, d'abord, ma culture, ma carrière et puis le combat judiciaire. Alors, je souhaite me présenter un peu plus intimement, quoi. Bon, je suis issu d'une famille de résistants, c'est important pour le parcours. Des noms de rues et d'avenues témoignent du sacrifice à la Seconde Guerre mondiale de ma famille. Ma maman a reçu la Grande Croix de la Légion d'honneur après l'assassinat par la Gestapo de son premier époux. Donc, on est déjà dans une famille meurtrie. Mon papa était 5 ans prisonnier en Allemagne. Donc, déjà, on sait ce que valent les gens, on sait ce que vaut l'être humain. Donc, c'est déjà quelque chose d'important dans le parcours que j'ai pu donc réaliser. Et même, mes parents m'ont appris l'art de rester soi-même. Conscience, honnêteté, intégrité, 3 valeurs, je crois, qui nous fabriquent pour demain. Alors, après, bon, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Quel a été mon cursus? Je suis ce qu'on peut appeler un ingénieur IBM. C'est-à-dire, j'ai été formé chez IBM. Il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas de... Bon, j'ai 71 ans. Et à cette époque-là, il n'y avait pas d'école d'informatique, il n'y avait rien. Donc, c'était le fournisseur de matériel qui qui assurait la formation au métier donc de la mécanographie et de l'informatique par la suite. Donc, j'ai été formé à l'informatique et à la mécanographie au tout départ en 1971 et jusqu'en 1980, date à peu près à laquelle j'ai décidé de suivre d'autres orientations et de créer une entreprise dans l'informatique. Et puis l'entreprise dans laquelle j'avais été recruté, j'étais responsable directeur des services informatiques de l'époque, était en difficulté et les dirigeants n'avaient pas fait donc des choses qui me convenaient. Et donc, l'entreprise a déposé le bilan. Et à ce moment-là, j'ai proposé aux salariés, je leur ai dit, voilà, il y a un moyen de reprendre l'entreprise. Je leur ai proposé un plan. Et j'ai dit, voilà comment vous pourriez reprendre l'entreprise. Moi, à côté, je suivais mon chemin, bien entendu. Et mais les salariés ont lu mon dossier et ils sont revenus vers moi. Ils m'ont dit, bon, on est d'accord, mais il nous faut un dirigeant. Alors, je dis, vous pourrez en trouver un, hein, parce que moi, c'était pas ma priorité. Ils m'ont dit, mais on a pensé à vous. Ah bon? Alors, j'ai demandé 48 heures de réflexion et puis je me suis décidé donc à me lancer dans le projet avec l'ensemble des salariés, à peu près 200 salariés, qui sont devenus actionnaires de la société en mettant leur indemnité de licenciement dans le capital de la société. Avec les actifs, etc., on a quand même mis pas loin de 35 millions de francs, donc pas loin de 6 millions d'euros de capital, ce qui était considérable. Et en l'espace d'une année, on a redressé la société. Pour arriver à reprendre cette affaire, j'ai quand même dû faire un certain nombre de choses. J'ai subi des menaces que j'ai expliquées, mais je ne rentrerai pas dans le détail. Là, j'ai dû me battre contre ça. J'ai dû solliciter le maire de Marseille, à l'époque Gaston Defferre. Bon, il faut savoir, je vous le dis pour la petite anecdote, je crois que ça va vous amuser. J'ai une cousine dont son parrain était Paul Ricard. Et donc, j'ai appelé Gaston Defferre parce qu'il y avait des blocages au ministère des Finances pour qu'on puisse reprendre l'affaire.
J'ai appelé Gaston Defferre et je me suis fait passer pour Paul Ricard. Et j'ai eu Gaston Defferre au téléphone. Il me dit, allô, Paul. J'ai dit, je m'excuse, c'est pas Paul, c'est Richard Armenante. Et voilà, si j'ai fait ça, c'est parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire. Et donc, il m'a reçu dans la journée. Et là, il m'a accordé son soutien. Bien sûr, il s'est renseigné. Il connaissait ma famille des résistants, notamment j'ai un de mes oncles qu'il avait, quand il était parti à Londres, qui était commandant de réseau de résistants. Donc il connaissait très très bien ma famille et donc il n'y avait pas de souci là-dessus sur ma probité. Donc ça fait partie, donc je dirais, de l'anecdote, mais on a eu le soutien de Gaston Defferre et ça, c'était quand même un soutien de poids, sans qu'il m'ait rien demandé en contrepartie. Hein. Bon, ça, c'est clair. Souvent, il y en a qui ont raconté, qui ont cru que j'avais dû payer quoi que ce soit. Je n'avais rien payé. Il a fait ça pour nous aider et nous a permis de reprendre l'affaire. Sur ce, donc l'entreprise s'est développée. On a fait passer l'exportation qui était aux alentours de 2% à 20%. Et on a multiplié par 2 à peu près l'activité et les volumes, bien sûr, ont été multipliés par 10, en une quinzaine d'années. En 1993, je décide d'un plan d'investissement de 5 millions d'euros. Je propose un plan. Il y avait des créations d'emplois, à peu près une centaine de créations d'emplois. Et le TPG, dans le cadre de ce dossier, donc me soutient et l'État apporte sa caution, c'est-à-dire son pouvoir de me donner 1 million d'euros pour financer les investissements. Donc, il me restait donc 4 millions d'euros à financer. Et j'obtiens ces financements. Je vais voir les banques. Les banques donc sont d'accord, elles me l'écrivent. Et tout se passe bien. Donc, je lance mes investissements. J'avais de la trésorerie, puisque j'avais un capital important. Je lance tous les investissements, puisque les banquiers devaient donc me prendre le relais. Début 94, à l'époque, j'étais élu, parce que j'ai sauté cette période, j'étais adjoint au maire, délégué à l'économie, et on fait une campagne d'affichage en 1994, début 94, mois de février, mars, par là. Et 15 jours après cette campagne d'affichage, dans laquelle j'étais bien sûr pris en photo, les banques reviennent sur leur accord écrit. Donc sur ce, je retourne voir le TPG, je dis voilà, j'ai un problème, les banquiers ne veulent plus me financer, il y a un blocage. Il me dit bon, écoutez, pas de problème, on va essayer de trouver des solutions. Moi, je dis moi, si j'ai pas de solution, je suis obligé de déposer le bilan parce que j'ai préfinancé et je vais avoir des problèmes de trésorerie si je ne suis pas refinancé. Il dit non, mais on va trouver une solution, je vais vous proposer. Donc, quelques jours après, on se voit. Il me dit bon, écoutez, on suspend le paiement de la TVA jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Donc, je ne payais pas la TVA. Alors, ça ne veut pas dire que je ne la devais pas, mais je ne la payais pas. Donc, mais ça, c'était dans le cadre d'un accord. C'était pas. Voilà. On essaie de négocier avec les banquiers et on n'arrive pas à obtenir gain de cause. J'essaie même de vendre la société et j'ai un dirigeant de société qui s'appelle la société Norten me propose donc de racheter une des activités pour 5 millions d'euros. Bon, donc partant de là, je dis bon, là, notre problème est réglé, on a un associé qui rentre, voilà, j'essaie de trouver des solutions. Oui, bien sûr. Et là, ils me demandent donc les banquiers me demandent une garantie pari passu. Et ils ne voulaient pas, en fait, ils bloquaient le dossier. Voyant tout ça, je décide de déposer le bilan. Entre-temps, en 94, pour quand même revenir un peu sur l'arrière, j'ai eu un contrôle fiscal qui s'est très bien passé. On a eu les félicitations du contrôle fiscal. Et 2 ans après, en 96, bizarrement, j'ai de nouveau un contrôle fiscal. Rebelote. Ouais. Rebelote au mois de mai 96. Un mois après, je dépose le bilan. Donc, moi, le contrôleur, je l'ai juste rencontré, mais on n'a pas eu de débat, rien du tout. Et là, mon dossier est déposé à Marseille, de dépôt de bilan, et mon dossier est dépaysé à Aix-en-Provence. Après 3 demandes du tribunal de commerce de Marseille,
avec un refus de la justice d'accepter ce dépaysement. Et puis à un moment donné, ils ont accepté le dépaysement et le dossier était dépaysé à Aix. J'ai appris par la suite qu'il y avait eu un complot parce que le président, un magistrat, président de la Chambre régionale des comptes, Alain Serriex, un jour discutait avec le président du tribunal de commerce de Marseille et le président du tribunal de commerce de Marseille a dit Armenonte, il nous chiait dans les bottes parce qu'il s'en est pris aux banques. C'est vrai que j'avais fait une procédure contre les banques suite à leur refus. Il nous chie dans les bottes et donc on l'a mis entre les mains de quelqu'un qui va le liquider. Bon, donc je reviens sur le dépôt de bilan, je dépose le bilan. Bien entendu, l'administrateur judiciaire, on me met dehors. Donc, je n'ai plus de dossier, je n'ai plus rien. Et le contrôle fiscal se poursuit. Et là, on me dit il y a donc des déclarations de chiffre d'affaires, des CA3, qui démontrent que vous n'auriez pas déclaré la moitié du chiffre d'affaires. C'est impossible, c'est pas possible, parce que il y avait eu un contrôle de la part des services fiscaux, comme quoi le chiffre d'affaires était bien déclaré, parce que pour pouvoir avoir l'aide du TPG, le TPG a demandé un contrôle, et c'est ce qui était effectué au sein de la société. Et il y avait eu un contrôle, un audit de la société, fait après toutes les difficultés que les banquiers m'avaient créées. Et cet audit a été fait par M. Kalpak, qui est expert comptable, expert auprès de la Cour d'appel et très, très lié avec la trésorerie générale à l'époque de Marseille. Donc, cet expert comptable a fait donc une étude qui faisait la démonstration que notre société était viable, etc., que je ne payais pas la TVA, etc. etc. Oui. Donc, la société était contrôlée. Donc, ce n'était pas possible si je n'avais pas déclaré la moitié du chiffre d'affaires. Le guet-apens qui commence. Ça se serait vu. Et l'adjointe du TPG, Brigitte Slavic, qui est venue témoigner, donc lors de la procédure dont je vais parler tout à l'heure, donc confirme ce que je viens de vous dire. Donc sur ce, le contrôle fiscal se passe mal, j'avais aucun document. Je demande d'avoir les CA3, Mariani me dit ils y sont plus, on les a perdus. Bon, je demande d'avoir les CA3, on me donne des CA3, je ne sais pas d'où ils viennent, il n'y a pas ma signature, il n'y a rien dessus. Bon, enfin, c'est quelque chose de très bizarre. Donc, je me retrouve devant le tribunal correctionnel, en première instance, et entre-temps, Mariani menace mes avocats me laissent tomber. Enfin bon, je vous fais passer un film, quoi. C'est horrible, ça paraît impensable, mais bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu décousu, mais bon, c'est très difficile d'aller expliquer pour que les gens comprennent bien, quoi. Donc, mes avocats menacés, je ne pouvais pas me défendre. J'avais plus de revenus. Quand vous êtes PDG, vous n'avez plus de revenus. J'étais toujours le PDG de la société, mais j'étais dehors de la société. Et là, il m'a réduit ma couverture sociale. Je me suis retrouvé avec 1 000 € de revenus. Parce qu'entre-temps, j'ai eu un accident de montagne et donc je me suis retrouvé totalement handicapé et avec aussi beaucoup de difficultés pour pouvoir me défendre. Bon, donc je me retrouve en première instance. Le jugement arrive en 2002. Là, j'avais pas de documents. Je demande au témoin, à Brigitte Slavic, directeur départemental des impôts, de venir témoigner. Elle vient, elle témoigne et elle explique que c'est pas possible quoi qu'il puisse y avoir. Tout ce qu'on me reproche parce qu'ils avaient contrôlé. Bon, du fait qu'il y avait des doutes, etc., que Mariani, c'était quand même quelqu'un de trouble, c'était un escroc notoire. Donc, je suis innocenté, je suis donc relaxé. Sur ce, le procureur fait appel, rarement, c'est la première fois qu'on me dit, d'habitude, ils font pas appel, le procureur fait appel. Il fait appel 6 mois après, alors que toutes les procédures mettent des années et des années pour être traitées. Moi, en 6 mois, je suis traité, j'arrive devant la cour d'appel d'Aix, pas de dossier, rien du tout, pas de... Bon, je dis, bon, je vais faire venir le témoin, il va de nouveau expliquer. Et là, le président du tribunal refuse d'écouter le témoin, qui était présent à la barre. Et en fait, j'ai découvert qu'il avait la possibilité de le refuser.
Il pouvait refuser. C'est totalement illégal devant la Cour des droits de l'homme, mais il avait refusé de l'écouter. Donc, n'ayant aucun document, rien du tout, vous comprenez bien ce qui s'est passé, quoi. C'est donc les impôts qui ont gagné. Bon, donc je suis condamné à 1 million d'euros à payer et à 6 mois de prison avec sursis. Entre-temps, j'ai déposé plainte contre Mariani. Que vous avez réussi à faire condamner, ouais. Voilà, on m'a joint à une plainte. Cette plainte déjà datée de plus d'une quinzaine d'années, pour vous dire que la justice, il n'y a rien qui marche. Et donc, en 2011, Mariani se retrouve devant le tribunal. Et je ne vous cache pas que pour arriver à ce stade du jugement de Mariani, parce que tout a été fait pour classer le dossier. Mais là, j'ai usé énormément battu, ouais. Je m'excuse, j'ai usé de colère, de violence. Bon, je ne vais pas les relater ici, sinon on en a encore pour des heures et des heures à expliquer. Mais j'ai réussi donc à amener Mariani donc devant le tribunal. Là, on peut le dire, hein, il y a eu des menaces envers. Vous avez menacé des menaces, etc., Vous avez menacé de tuer. Enfin, vous êtes allé. J'ai dit là, si vous faites pas ce qu'il faut, là, moi je vais faire comme mes parents. En 44, ils en ont flingué des gens comme vous. Hein. Des connards comme il y a dans ce pays. Je vais pas me gêner. Et je dirais, qu'est-ce qu'on va me dire? Rien du tout après ce que je viens de subir. Rien du tout. On dira, mais bon, c'est normal, il est devenu fou. Donc, partant de là, en 2011, j'avais écrit à la présidente du tribunal en lui disant, j'exige donc que vous fassiez ce qu'il faut et je demande toutes les excuses de la justice pour ne pas avoir fait votre travail pendant toutes ces années parce qu'il y a des gens qui se sont suicidés à cause de ce bonhomme. Donc, sur ce, Mariani est condamné. La présidente du tribunal s'excuse. Tout ça est dans mon dossier. Elle s'excuse, non mais man, monsieur Armenante, on s'excuse. On n'a pas fait notre travail, on n'a pas de moyens, on a des difficultés. Ce que je conçois, je sais très bien, la justice en France est complètement ruinée. Elle n'a pas beaucoup de moyens par rapport aux autres pays. Si on prend par exemple par rapport à l'Allemagne a 5 fois plus de magistrats et le budget est 7 ou 8 fois plus supérieur à celui de la France. Donc, on a donc un système judiciaire à la dérive et qui ne défend pas les gens. Les gens n'ont pas de moyens et donc du coup, les magistrats, qu'est-ce qu'ils font? C'est les connivences. Quand il n'y a pas de moyens, quand il n'y a pas de contrôle, qu'il n'y a rien, c'est la petite combine qui se met donc en place. Et donc Mariani a usé et abusé de cette faiblesse judiciaire pendant toutes ces années. Parce qu'en 30 ans, Mariani a piqué 1 milliard d'euros au pays. 1 milliard d'euros. C'est fou. Des suicides, en veux-tu, en voilà. Donc, moi, j'ai failli aussi tenter à ma vie. Bon, ce n'est que par les soutiens de la famille et des amis que je suis là encore aujourd'hui. Bon, donc, Mariani est condamné. Il fait appel. Bon, il fait appel. Sur ce, je n'avais pas fait venir de témoins à la barre. En appel, je convoque tous les témoins. Je fais venir donc Brigitte Slavic, je fais venir des témoins, des magistrats, notamment Alain Seriex, celui qui m'avait témoigné, qui m'avait donné son témoignage sur le complot, etc. Je fais venir 5-6 témoins. Et curieusement, l'huissier ne convoque pas les témoins. Alors, je dis à mon avocat, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, l'huissier, je ne sais pas ce qu'il y a, il bloque. J'appelle l'huissier. Je dis, voilà, si vous convoquez pas les témoins là, dans l'heure qui suit, je viens avec des amis et à coups de batte de baseball, je vous fracasse votre bureau. Vous avez compris? Et donc, le type, il me dit, non, mais vous affolez pas. Je dis, je m'affole pas. Si vous voulez pas convoquer les témoins, voilà ce qui va se passer. Donc, les témoins ont été convoqués. Et voilà, ça marche. C'est ça le pire, c'est que ça marche. Ce qu'il a oublié de faire, ce fumier, excusez-moi, il a oublié d'avertir la partie adverse. Bon, c'est pas grave. Le président du tribunal en appel m'a dit, bon, l'huissier a pas prévenu, mais bon, qu'est-ce que vous en pensez? Et j'explique au président du tribunal ce qui s'est passé. Je dis, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai dû faire. Vous trouvez ça normal? Alors, le président, bon, il m'a dit, non, mais en fait, il ne savait pas trop quoi répondre. Et il a dit, bon, ben ça va, les témoins pourront venir à la barre. Bon, ok. Et là, le président prend la parole et dit, bon, mais monsieur Mariani, mais vous aviez été condamné en 1987. Et l'avocat de Mariani, parce que Mariani n'est pas venu à la barre, il dit, oui, c'est vrai. Mais je sais
pourquoi il n'est pas dans votre casier judiciaire? La condamnation, elle y est, mais elle n'est pas dans votre casier judiciaire. Moi, je sais pourquoi, mais là n'est pas le débat. Alors, moi, j'ai posé des questions. J'ai même envoyé des lettres recommandées pour qu'on me dise pourquoi. La condamnation, elle n'était pas dans le dossier. Personne n'a voulu me répondre. Bon, enfin, peu importe. Moi, je savais qu'il avait déjà été condamné en 87 parce que j'avais des documents. Il faut savoir que je suis diplômé de l'Institut national des hautes études de la sécurité intérieure et de la justice et j'ai quand même quelques amis honnêtes. Il n'y a pas que des gens malhonnêtes dans le milieu judiciaire, il y a aussi des gens honnêtes. Et donc, ils m'ont aiguillé pour trouver un certain nombre d'informations. Donc, Mariani est condamné à 7 ans de prison ferme. Et voilà donc où on en est. Sur ce, j'ai assigné Mariani et l'administrateur judiciaire, enfin Mariani, donc en tant qu'administrateur judiciaire, et son assurance. Donc je vais en première instance, bien entendu, première instance, ouais, Mariani, il n'est pas condamné, etc. Bon, enfin, c'est le bazar, les juges, bien sûr, ne prennent pas en compte toutes les pièces irréfragables que mon avocat fournissait. Je me retrouve en appel. En appel, mieux, on me condamne, moi, à payer 3 000 € à Mariani. Là, c'est quand même gros. Il faut le faire. C'est lui qui a volé, qui a pillé les entreprises, qui a pillé mon entreprise, qui a volé, qui est un escroc, un voleur, qui a triché avec les magistrats. Et c'est moi qu'on condamne à lui payer 3 000 €. Donc, je suis obligé de lui payer 3 000 €, bien entendu, comme je suis ruiné. Il faut que je me débrouille pour faire un emprunt, etc. Plus, je vais en cassation, 5 000 €. Vous voyez un petit peu les frais, parce que la justice, les gens, ils s'imaginent pas, ils croient que c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Et donc, on se bat avec les moyens que l'on a. C'est certain. Moi, je n'ai pas pu me payer des avocats qui auraient peut-être été capables, encore que les avocats qui m'ont défendu n'ont pas démérité, mais eux aussi ont subi des pressions et des menaces. Bon, donc, la Cour de cassation prend mon dossier, un rapporteur est nommé, et le rapporteur dit « Ouais, mais enfin, bon, monsieur Armenante, c'est un rigolo, donc c'est pas sérieux, etc. » Le foutre me prend et j'envoie une lettre recommandée au président de la République, enfin, tous les trous du cul qui nous dirigent. Je renvoie une lettre recommandée et, ouais, il faut un peu imager, bon, je m'excuse, c'est un peu pagnolesque, mais l'histoire est tellement... C'est presque, il vaut mieux en rire bon, parce que... Ah bah, ce que vous avez dit à Eric Verse, en tête à tête, c'est quand même... Ah oui, là lui aussi... Il faut y aller, là. Il a mérité, Mais, vous savez, Coluche disait, quand vous serrez la main à ces personnages, après coup, leur avoir serré la main, recomptez vos doigts. Bon, donc, c'est pas moi qui le dis, effectivement, il faut faire attention. Donc là, le rapporteur prend une décision bidon. J'envoie des lettres recommandées dans lesquelles je menace. Normalement, on vous met en prison, quoi. Je dis, bon, ça suffit. Voilà les preuves que j'ai. Maintenant, ça suffit. Je vais en flinguer un. Ça suffit. Moi, j'écris ça carrément. Je ne vais pas me gêner avec des... Vous savez, quand on a affaire à la mafia, il faut agir avec les mêmes armes. Hein. Il ne faut pas être là à mettre un petit peu de miel au bout. Hein. Donc là, il faut y aller franco. Un nouveau, tout à fait par hasard, or j'écris aussi à mon avocat de la Cour de cassation, et un nouveau rapporteur est nommé. Bon, et là, le nouveau, changement de discours. Effectivement, ils ont bien analysé le dossier, ils ont bien lu le dossier, et donc, ils condamnent Mariani à me rembourser les 3 000 €. Bien sûr, ils ne me remboursent pas les 5 000 € que j'ai payés à l'avocat de la Cour de cassation, et ils m'invitent donc à aller de nouveau devant la Cour d'appel. La Cour d'appel a jugé le 15 octobre de ce mois et le délibéré sera rendu le 26 novembre donc, de ce mois. Entre-temps, je suis allé devant la Cour de cassation pour faire annuler la condamnation que j'avais eue en 2002, après ma relaxe de 2001. Oui. Alors là c'est à mourir de rire. Hein. C'est à mourir de rire parce que quand vous lisez la décision des juges, vous vous demandez si ce sont des juges qui ont pris la décision. Parce que la personne dit, monsieur Armenante, vous n'auriez pas déclaré la moitié du chiffre d'affaires. Enfin, je vous résume, hein, la moitié du chiffre d'affaires. Ouais.
c'est mal regarder le dossier. Pas possible. Avec tous les contrôles qu'il y a eu, que l'on indique dans le dossier, on met tout. Avec le témoignage, les témoignages du directeur départemental des impôts, etc., dit, ah non, non, mais vous avez, en fait, vous avez détourné, vous n'avez pas déclaré la moitié du chiffre d'affaires. C'est impensable. C'est tellement gros. On m'aurait dit, vous n'avez pas déclaré. Ça passe. Vous avez détourné, je sais pas, 7-8 millions d'euros. Mais là, 20 millions, c'est pas possible. Enfin, bon, donc là, on attend le jugement du 26 novembre. Alors, donc, on donnera des nouvelles, évidemment. Oui, mais pour finir, on met un document, l'étude de M. Kalpak, l'expert auprès de la Cour d'appel, qui était nommé par le TPG, qui a été nommé à la demande du TPG, qui avait fait une étude et où tout est expliqué dedans. Il me dit, ah, mais on ne sait pas si vous ne l'avez pas déjà donné. Mais non, la justice ne peut pas dire, on ne sait pas. Elle doit ou dire, vous l'avez déjà donné, ou vous ne l'avez pas donné. Elle ne peut pas dire, ouais, mais on n'est pas sûr que vous l'ayez donné, ou pas. Mais c'est quoi cette justice? Oui, parce que c'est vrai que vous avez la traçabilité et absolument tous les documents qui attestent de tout ce que vous dites et faites, etc. Donc, j'ai tout, j'ai les faits, j'ai tout. Bien sûr. J'ai les documents du TPG comme quoi ils m'aident, etc. J'ai tous les papiers. Donc, normalement, on devrait dire, monsieur Armenante, on s'excuse. Le président de la République dit, bon, écoutez, c'est une chienlit judiciaire, il faut arrêter d'emmerder la famille Armenante. Parce que tout ça a eu des conséquences terribles sur ma vie. Alors, bah évidemment. Voilà. Et pourquoi je voulais je vous ai donc, j'espère, résumé assez fidèlement. Je sais que c'est très long, c'est très long parce que ça dure depuis 20 ans. Je voulais donner la parole à Sébastien parce que Sébastien, lui, il est au contact chaque jour des personnes qui sont en difficulté bancaire. Et Seb, toi, tu vas malheureusement, alors même si ton truc c'est pas le fisc, mais tu fais face à des gens qui font des dépôts de bilan, qui perdent leurs entreprises, qui vont certainement aller en justice, qui vont avoir affaire à des législateurs, à des magistrats. Le témoignage de Richard, pour moi, me paraissait important, puisque Richard, lui, s'est retrouvé du jour au lendemain à se rendre compte qu'il fallait pas confondre la justice et le droit, et ça a été une espèce de perception du fait très violente. Toi, Seb, faudrait que tu remettes ton micro. D'ailleurs, tu as coupé ton micro. De quelle manière est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que la justice va être aidante ou pas? Est-ce que tu as des conseils à donner? Est-ce que toi, déjà, tu es en contact avec des gens qui ont des déboires justiciables, déjà ou pas? Sur le terrain, au quotidien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut mettre en parallèle? Alors déjà, l'histoire de monsieur est révélatrice de la longueur et du coût de nos procédures, parce que dès qu'on se lance en justice, que dans le cadre d'une liquidation, donc là, il a eu aussi maille à partir avec une banque, enfin, il y a eu des problèmes financiers qui, derrière, ont eu tout ce cheminement. Et une fois face à la machine judiciaire, c'est des coûts, c'est de la longueur. Voilà, on voit monsieur, 20 ans après, il y est encore. Tu vois l'histoire de Christophe, c'est pareil, c'est des procédures où soit tu te fais broyer et donc là, 2 ans après, tu es tranquille parce que tu t'es fait piller, tu n'as plus rien à prendre, on va te laisser tranquille. Soit tu te bats pour tes droits et 20 ans après, tu es toujours en train de te battre. Donc malheureusement, vu le contexte économique, c'est clair qu'on va avoir énormément de personnes qui vont se retrouver face à la machine judiciaire, donc aux mandataires, aux huissiers, avec toute cette fine équipe dont le seul but est de faire du pognon, de toute façon, il faut être clair, et qui est là pour pomper un maximum et servir à tous les étages. Et là, eux, forcément, des procédures longues, ça rapporte aux avocats, ça rapporte aux magistrats, ça rapporte à toute cette caste. Par contre, en revanche, toi, tu as ta vie qui défile pendant ce temps-là, ça dure 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, et pendant ce temps-là, tu n'avances pas dans ta vie perso, tu es bloqué, focalisé là-dessus. Et malheureusement, c'est clair qu'il faudrait qu'on ait une justice plus impartiale, plus accessible également aussi, parce que quand tu vois les coûts pour te défendre, beaucoup n'ont pas les moyens et se font broyer, alors que sur le fond, ils n'ont peut-être pas nécessairement tort dans bien des cas. Donc, oui, parce que... Oui, allez-y, Richard. Oui, ce que je veux dire aussi sur les juges, le problème, c'est comme dans toute chose, c'est la manière dont la justice fonctionne. Il faut savoir, en 1789,
Ah, voilà, les élections. Les juges étaient élus par le peuple. Ça a duré 10 ans. Il est venu Napoléon, et Napoléon, il en a fait des fonctionnaires à sa botte. Bon, on comprend pourquoi. Ils ont tellement pillé que il fallait quand même qu'ils n'aient pas la justice contre eux. Alors, les magistrats, bien sûr, élus par le peuple, c'est pas, il n'y a pas de solution idéale. Mais c'est déjà un progrès. Parce que le juge, il peut piquer, il peut tricher que pendant un certain nombre d'années. Et si les journalistes font leur boulot, bon, ils le font pas trop en ce moment, mais s'ils le font, à ce moment-là, les magistrats. Non, mais sur les magistrats, non, mais on n'entend pas. Écoutez, moi, j'ai eu un magistrat que j'ai eu au téléphone, j'avais envoyé mon dossier. Il y a eu quelques mandataires, quelques huissiers condamnés dernièrement. Dont oui, mais très peu. Très peu par rapport au système. Très peu, mais les presses locales en ont parlé, donc il faut être factuel aussi. Non, mais. Il y en a très peu qui se font prendre, mais quand ils se font prendre, la presse en parle quand même. Non, mais d'accord, mais moi, par exemple, quand Mariani a été condamné, il n'y a aucun journaliste. Moi, je leur avais envoyé des convocations, une invitation, et aucun journaliste n'est venu, ni aucun n'a interviewé les parties civiles. Notamment, il y avait eu des suicides. Donc, c'était le moyen de faire quelque chose, de soutenir les gens qui ont souffert. Je ne sais pas si vous imaginez 20 ans de combat, mais vous imaginez la souffrance que c'est pour moi et mes proches. Bon, donc, tout ça pour vous dire, j'ai un jour envoyé un dossier à un magistrat dont je tairai le nom, qui est très connu. Et il m'a dit, je ne peux pas prendre, parce qu'à l'époque, la loi, il ne pouvait pas prendre, la personne était procureur, il ne pouvait pas prendre mon dossier. Maintenant, on peut saisir un procureur de notre département. Mais à l'époque, ce n'était pas possible. Et il m'a dit, monsieur, venez me voir dans ce que j'ai fait. Je suis allé le voir, il m'a dit, voilà, moi, vous savez, au départ, je me suis battu contre des magistrats. J'ai cru qu'il y en avait quelques-uns qui étaient corrompus. Mais je me suis aperçu qu'il y avait 95% de magistrats corrompus. C'était impossible pour moi de vouloir redresser. J'ai cru, à un moment donné, parce que lui, c'était un magistrat honnête, j'ai cru que j'allais pouvoir donc redresser la justice à moi tout seul. Je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres problèmes. Le problème, c'était le fonctionnement du système judiciaire, qui fait en sorte que des magistrats, par exemple, lui-même, c'est lui qui me l'a dit, il y a des magistrats qui n'avaient aucune fortune personnelle. Ils se retrouvaient avec des villas de 6, 7, 8, 10 millions d'euros. Comment c'est possible, ça? Or, un magistrat, il n'est jamais poursuivi, ni par le fisc, ni par personne, parce que tout le monde est de connivence. L'administration, il y a une telle corruption dans l'administration, ça, je peux vous l'affirmer, que là, c'est impossible de pouvoir… quand les chefs d'entreprise vont se défendre, je vous garantis, ils vont être pillés. Parce que c'est comme ça. Même si la France va couler, parce que la France, c'est un pays qui va couler, mais il va falloir qu'on fasse comme la Grèce, parce que les gens, ils vont aller jusqu'au bout de leurs bêtises. C'est comme ça, c'est dans la nature humaine. Et donc, c'est pour ça qu'il faut modifier le fonctionnement de la justice, faire en sorte que les magistrats soient contrôlés par le peuple, soit par des élections, soit par des assemblées qui contrôlent les assemblées du peuple, qui vont contrôler un certain nombre de procédures, ou des gens qui vont dénoncer des faits et qu'on va prendre en compte, qu'on va écouter. Donc, on ne peut pas rester tel que c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, pour vous, Richard, l'indépendance de la justice n'existe pas. Non, mais quand les magistrats disent… Non, mais moi, ils me tuent, les politiques. Quand j'entends les politiques de droite et de gauche, il faut l'indépendance de la justice. Ah ben, c'est-à-dire que tu permets aux magistrats de tricher. Non, il n'y a pas d'indépendance, il faut un contrôle. Quelle indépendance? Personne n'est indépendant. C'est quoi? Ça veut dire que la justice, ils feraient ce qu'ils veulent dans leur coin. C'est exactement ce qu'ils font. Ce qu'ils font, mais pourquoi? Oui, mais c'est exactement ce qu'ils font. Quand vous voyez qu'un magistrat, Charles Pratt, qui dénonce des tricheries à la sécurité sociale, 50 milliards, d'après lui, 50 milliards d'escroqueries chaque année à la sécurité sociale. Ce type, il en est au 3e ou 4e livre. On l'a traité de tout, de Front National. Donc, ça veut dire que même lui, qui veut mettre un peu de propreté dans le système, il n'y arrive pas, il a tout le monde contre lui, et très peu de gens l'écoutent parmi la classe politique. Moi, qui aujourd'hui contrôle
est-ce que l'Assemblée nationale contrôle? Ils contrôlent qui? Ils font quoi, l'Assemblée nationale? Tous les jours, ils font des lois, mais plus il y a des lois, je crois que c'est Confucius qui dit ça, plus il y a des lois, plus il y a des escrocs. On ne s'arrête pas de faire des lois, des lois, des lois. Mais pourquoi faire? C'est pas ça le problème. Le problème, ça ne marche pas. Et il n'y a aucun élu qui prend en considération le problème du dysfonctionnement judiciaire. Dernièrement, il y a une personne en quête de justice, Madame Corinne Morel, qui est allée témoigner devant Monsieur Bruno Bernaz-Lissis, qui est de la France insoumise. Il faut voir comment il l'a traité. Moi, j'ai été surpris parce que des fois, on imagine, bon, c'est un type de gauche, il va quand même être un peu mieux. Peut-être. Non, pas du tout. Il faut voir, il a traité presque de menteuse. Comment vous en prenez à la justice? Simplement, elle disait, il faut contrôler les magistrats. Mais non, l'indépendance. Mais quelle indépendance? Il y a des tricheries. Il y a quand même un problème. Il nie l'évidence. On ne pourra pas avancer tant qu'on aura affaire au cerveau qu'il y a dans la tête de ces individus. Donc, forcément, il faudra du temps. Alors, pour régler le problème, quelle solution je propose aux chefs d'entreprise? Moi, je vous propose une solution. Vous savez, Al Capone disait, tu dis, il faut toujours dire les choses avec un mot gentil et un revolver à côté. Et là, en général, tu as gain de cause. Alors, moi, je conseille aux chefs d'entreprise de ne pas se laisser faire, d'être en colère quand ils sentent qu'ils sont dans leur droit. Quitte à aller jusqu'à la plus grosse colère qu'il soit. Vous comprenez ça? Parce que vous n'arriverez pas à changer le système. Non, mais moi, vous me posez... Je suis là, je vous dis ce que j'ai tout essayé au début. J'ai essayé la gentillesse. C'était tellement gros ce qu'on me faisait. J'ai dit, bah, c'est pas possible. C'est ce dont on parlait en mais après, quand j'ai vu comment ça se passait, et que j'ai vu qu'il n'y avait que par la violence, je me suis même amusé. Un jour, je vais au tribunal et je l'ai expliqué. Il faut que je vous l'explique parce que je l'ai expliqué. C'est le Stetson, ça, c'est le chapeau. À mode. J'ai un Stetson. J'arrive au tribunal et j'avais le Stetson donc sur ma tête, qui est bien rempli. Et donc, le président du tribunal me dit, monsieur, enlevez votre chapeau. Je lui dis, c'est à moi que vous parlez? Je regarde autour s'il y avait quelqu'un qui avait un chapeau. Il me dit, oui, c'est à vous, vous êtes le seul à avoir le chapeau. Mais vous manquez de respect à la justice. Mais je dis, vous avez passé votre temps à pas me respecter. Il n'y a que des escrocs. Vous voulez que moi je vous respecte, mais vous ne me respectez pas. Je vous apporte des preuves, vous ne les lisez pas. Et vous défendez les escrocs. Et vous voulez que je vous respecte? Non, non. Ne me demandez pas de lever le chapeau, je ne le lèverai pas. Et donc, le magistrat, il est descendu de son piédestal. Là, normalement, j'avais de la famille qui était avec moi. Là, ils ont dit, là, on est camballés, hein, ils vont appeler la police. Il est descendu du piédestal, il est venu, il m'a dit, bon, rentrez dans mon bureau. Je suis allé dans son bureau, il m'a dit, ça va, monsieur Armenante, calmez-vous, vous avez gagné cette procédure. Bon, mais voilà, il suffisait de parler. Hein. Et donc, je suis revenu. Et là, j'ai rien dit, j'avais le chapeau. Et il dit, bon, mais monsieur Armenant, pour là, vous avez gain de cause, etc. Si c'est terminé, ça a duré 3 minutes. Et je suis reparti, mes cousins, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le bureau? Donc voilà, quand je vous explique. Là où vous rejoignez, où vos deux discours se rejoignent. Parce que ce que je veux vous dire, je n'ai pas fait ça par plaisir. J'entends ça, Richard, je sais. Mon niveau de colère, que la soupape. Oui, bien sûr. Voilà. En revanche, moi, je ne peux pas l'encourager, appeler les gens. C'est pas ça que je voulais dire. Ce qui était important de vous mettre en relation tous les deux, c'est que Sébastien, et il vous en parlait en off, lui, ce qui lui permet d'aider, voire de sauver certaines situations, c'est le regroupement et le collectif. Et là, le message que vous passez, c'est de que tous les chefs d'entreprise là qui vont se retrouver dans des situations inextricables, extrêmement anxiogènes, qui vont être ruinés, se regroupent finalement. Parce que si chacun dans son petit cas isolé, soit ne se bagarre pas, soit n'a pas les outils, soit ne sait pas à qui s'en remettre, ça pourra finir par des drames. Donc mieux vaut, encore une fois, le collectif, le nombre. Sébastien peut en témoigner. Depuis qu'il compile les dossiers, ils arrivent à ouvrir des portes et à s'asseoir sur des tables auxquelles ils ne seraient pas reçus individuellement. Toi, Sébastien, ton cas personnel tout seul, tu l'aurais jamais emmené à Bercy. Jamais. De toute façon, je l'ai jamais évoqué encore à l'heure actuelle. Ouais, médiatiquement ou quoi, mais ça viendra, hein. Ça viendra, parce que c'est là non plus pas un cas isolé au niveau de ce sujet, mais donc soyons collectifs, quoi, rapprochez-vous les uns des autres.
J'en reste sur ma position que j'avais en off. C'est se fixer sur son histoire personnelle ne fédère pas. Il faut aller au-delà. C'est calcable à X cas. Sébastien, ouais. Sébastien, Oui. moi, je vous ai raconté donc ce que j'ai vécu. J'ai essayé de me fédérer à des associations. Ça n'a pas fonctionné. On n'y arrive pas. J'ai essayé. Non, mais j'ai essayé. Je l'ai fait. Comme je vous ai dit, j'ai même créé un journal pour essayer de fédérer les gens autour d'un journal pour dire la vérité. Je suis même allé voir l'union patronale en disant, voilà, il y a des chefs d'entreprise qui subissent. Mais comme il y a des connivences entre une certaine bourgeoisie du patronat et de bourgeoisie de la magistrature, où ils s'arrangent entre copains, donc il a dit, oula, quelqu'un qui vient dire la vérité, mais c'est un fou. Donc, personne n'a voulu adhérer. J'ai dit à ces organisations patronales, adhérez au journal Top Alert. Comme ça, on va dénoncer des gens qui subissent des dysfonctionnements judiciaires. Personne n'a voulu. Là, va y en avoir énormément parce que ça touche plus de gens. Non, mais peut-être. Je ne dis pas. Peut-être qu'au moment où je l'ai fait, ce n'était pas le moment. Peut-être que le moment est venu. Moi, je l'espère. Je l'espère. Je ne veux pas être négatif parce que je suis quelqu'un de très combatif. Donc, il faut toujours revenir. Comme une pâte, il faut la battre, il faut y revenir dessus. Donc, effectivement, si on arrive à structurer, mais en sachant qu'en face, on a un système complètement vérolé. Ça, il faut quand même le savoir. Moi, par exemple, quand j'ai écrit ma lettre recommandée aux impôts, au président de la République, etc., j'ai reçu une lettre du ministre du Budget qui m'a dit, Monsieur Armenante, vous recevrez une réponse de l'administration. Parce que je disais, maintenant, annulez tout, arrêtez de... Bon, je n'ai pas reçu de réponse. Je dirais même mieux, je ne reçois plus d'ATD, d'avis à tiers détenteur. Je n'en reçois plus. Depuis 4 ans, je ne reçois plus rien. Donc, ça veut dire que, du fait qu'il ne m'ait pas répondu, ça veut dire qu'ils sont donc d'accord, d'après la loi, il y a une loi qui est sortie. Si vous écrivez à l'administration qu'elle ne vous répond pas, ça veut dire qu'elle est d'accord avec ce que vous leur avez demandé. Donc, moi, j'ai pas de problème. Simplement, je veux que la justice rétablisse mes droits. Et là, c'est toute la difficulté que même avec des preuves incontestables, irréfragables, avec des hauts fonctionnaires qui viennent vous aider, j'ai pas réussi à avoir gain de cause. Là, honnêtement, je croyais, j'ai dit, bon, là, maintenant, ils vont arrêter. Donc, c'est pour ça que je dis la tâche est quand même difficile. Oui, non, mais bien sûr, mais... Voilà. C'est certain qu'en face... Ne pas désespérer. C'est ce que j'allais dire. Vous nous plombez un peu Non, mais moi, je suis là pour vous dire la réalité de ce que j'ai vécu et de ce que je vis encore aujourd'hui. Oui, c'est un témoignage que je voulais absolument produire sur Éthique et partager, parce que ça va toucher énormément de monde et qu'il faut s'armer de patience, avoir les bons outils. Et il y a encore des avocats très intègres, il y a encore des gens qui se battent de manière légitime, et ça réclame beaucoup d'endurance. Voilà, c'est surtout ça. Oui, mais l'avocat intègre, si vous le payez pas. Ah bah oui, non, mais de toute façon... Quand la personne est ruinée, qui va payer à votre place? Moi, vous savez, on a créé une association. Moi, je conseille peut-être de le faire. C'est-à-dire que moi, j'ai créé une association, enfin, à la demande de ma famille, et chaque membre de ma famille mettait 50, 100 euros par mois. Bon, ben, si on est 20, ça fait 2000, ben, je peux payer chaque mois, faire un échéancier à l'avocat. C'est comme ça que je me suis débrouillé. Bien sûr, c'est les cagnottes. Sinon, comment faire? C'est pas à l'époque avec 1000 euros d'indemnisation que je pouvais payer un avocat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, il a bien fallu que quelqu'un m'aide dans ce parcours. Ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est qu'aussi bien on parle des salariés et de la précarisation des salariés, aussi bien là, on a le témoignage que les chefs d'entreprise, les PDG, ne sont même pas épargnés, quoi. Donc là, on atteint des niveaux de maltraitance de la justice qui sont quand même très élevés. Et je trouvais ça important de vous mettre en rapport tous les deux, puisque toi, Sébastien, tu as tous les profils dans l'association. Ouais, ben ça va de la personne au RSA au gérant de société qui gagne bien sa vie, mais qui a un problème qui peut arriver pour X raisons. Voilà, ça peut être une séparation, ça peut être une mauvaise saison. Et cette année, on a eu pas mal de mauvaises saisons au niveau touristique.
Là, tu vois, on est reconfiné, donc là, tu vois, on va avoir d'autres secteurs d'activité touchés. J'habite Marennes-Oléron, tu vois, les fêtes de fin d'année, c'est un peu leur vente d'huîtres annuelle. Donc, tu vois, tu vas avoir ces secteurs-là qui ont été plus ou moins épargnés jusqu'à l'heure actuelle, mais qui vont rentrer dans le dur aussi, parce que si ils font une mauvaise saison pour les fêtes, eux, c'est pareil, tu vois, tu n'as pas de rentrée de trésor avant l'année prochaine. Derrière. Bah, de toute façon, il y a tous ceux qui faisaient leur saison d'été, et là, il y a tous ceux qui font leurs chiffres à Noël. Donc là, tout le monde va être dans le même bain. C'est ça. Non, mais il y a une chose qu'il faut bien se rendre compte dans ce pays. La France est un pays administré. Les gens, ils ont l'esprit fonctionnaire. D'abord, 75% des jeunes, la première idée qu'ils ont, c'est de dire si je veux être fonctionnaire. Moi, ce n'était pas mon cas. J'ai connu le plein emploi et j'ai eu donc cette chance dans les années 60, 70, donc de pouvoir faire une carrière intéressante, de pouvoir faire des choix. Et c'est ça qui est intéressant dans la vie de tout individu. Hein. Et donc, cet état d'esprit de fonctionnaire fait qu'en sorte, les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est. Quand on prend une décision sur une entreprise, là, par exemple, on dit les fleuristes, mais les fleurs, si le type il ferme, il jette les fleurs. Mmh. Le restaurant, il a acheté la bouffe, il jette tout. Qu'est-ce qu'il fait de son stock? Non, mais les gens, ils s'imaginent pas. Ils croient que peut-être les gens arrivent à avoir des revenus, mais vous pouvez tout perdre en 2 mois, un an. Les restaurateurs, il y a des restaurateurs qui se sont pas payés déjà depuis 8 mois. 8 mois. Oui. Pour ceux qui s'en sortaient bien avant le premier confinement, premier confinement, il a eu l'effet d'assécher leurs réserves d'argent, leurs réserves de trésor qu'ils pouvaient avoir. Oui. Mais maintenant, mais on en reprend un deuxième. Donc là, maintenant, c'est une coup de grâce. Ils sont en train de faire face, mais la trésor qu'ils avaient provisionnée, il n'y en a plus. Ils sont en train de taper dans les PGE qu'il faudra rembourser l'an prochain. Donc les vagues de liquidation, on en est au début là. On est vous savez, entre-temps, j'ai quand même, pendant toute cette période, j'ai participé aussi, il faut que je vous le dise, à la création d'une entreprise. C'est dans mon CV, donc vous avez dû lire. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Beaver, dans l'environnement. Alors, vous allez dire, comment il a fait? C'est parce que je connaissais des gens, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu voudrais faire? Tu vois, on pourrait créer. Donc, j'ai eu l'idée, j'ai monté un dossier, et c'est comme, j'ai pas mis de fonds, mais c'est comme ça qu'ils m'ont récompensé par le travail que j'ai fourni. Et on a créé une entreprise. Aujourd'hui, il y a une vingtaine d'employés, etc., etc. Donc, je veux dire, je suis pas resté inactif à faire que râler, hein. Je voulais quand même vous le dire. Oui, non, mais bien sûr, c'est pas la question, c'est que c'est juste que là, par exemple, au niveau de l'Institut, tout ce que je viens de vous dire, je l'ai écrit à l'Institut national des hautes études de la sécurité intérieure de la justice, qui avait beaucoup de mal déjà à admettre que la justice était 37e sur 43 et que c'est le CEPEJ, dans le monde, oui. La Commission européenne qui fait ce classement. Mais ils ne croient à aucun classement, mais on est les derniers en tout. Quand vous voyez la désindustrialisation. Pas au niveau fiscal, on est le pays dans les plus quand vous prenez je dérive, mais sans trop. Avant, on était autonome à 95% au niveau agricole. Maintenant, on importe 50% notre marchandise. Il y avait 4,5 millions de paysans, il n'y en a plus que 350 000. Il y avait des PME. On a explosé aussi les surfaces de ces exploitations. Oui, mais dans les années 70, on avait autant de PME industrielles innovantes que les Allemands. Maintenant, on en a 5 fois moins. Donc, je ne suis pas que dans mon dossier. Je suis très intéressé. Donc, avoir cette vision globale de ce qui se passe. Et j'ai toujours vu ça. Et d'ailleurs, dans mon combat, j'ai toujours vu comment ça se passait ailleurs dans la justice. J'ai vu, par exemple, au Canada, aux États-Unis, des escrocs, il n'y en a pas qu'en France. Mais quand j'étais là-bas, avec les preuves, parce que il y a une chose que je peux conseiller aux chefs d'entreprise, surtout gardez tous les papiers. Moi, il y a une chose un conseil que m'a donné ma maman, qui était toute ma famille dans la résistance, m'a dit, ne jette rien. Alors c'est vrai que mon épouse, souvent le risque, elle le rouspète parce que je garde des tas de papiers. Mais ces papiers m'ont rendu service. J'ai gardé des tas de papiers. Pardon, excusez-moi Richard, tu confirmes ça à Seb que c'est important, il faut tout garder. Pour tout le monde. Je demande à Sébastien. Tu confirmes Sébastien
Bah c'est clair, il faut vraiment déjà ouvrir tous ces courriers et tout conserver, hein, prendre le moindre recommandé. Enfin, il peut y avoir des éléments sur chaque document. Après, beaucoup de gens, malheureusement, dans la difficulté, font l'autruche, ont tendance à plus ouvrir le courrier, voire à le jeter. Exact, ouais. Ce qui est un cas fréquent, hein, malheureusement, ce qui est une erreur, mais c'est clair que c'est important de garder tout élément. Alors, c'est pareil, il y a des dossiers, on les a débloqués en envoyant la personne rouvrir ses mails reçus 1 ou 2 ans avant. Bien sûr. Alors, je vais sur des mails, il y avait la preuve de la mauvaise foi de la banque parce que c'est elle qui avait écrit à l'origine. Tu vois, donc vraiment, il faut tout garder, quoi. Ça a l'air innocent, mais… Moi, c'est ce qui m'a sauvé. Et d'ailleurs, il y a une chose aussi, un autre conseil que je me permets de vous donner, c'est de faire un commoda. Est-ce que vous savez ce que c'est un commoda? Moi, non. Un commoda, c'est la vente de vos biens, de votre maison, de biens mobiliers, à quelqu'un. C'est-à-dire que vous vendez les biens. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a fait des sous. J'ai tout vendu. Et j'ai fait un commoda. Et il faut vraiment avoir confiance. Ouais, faut avoir confiance. Il faut vraiment avoir confiance. Ah, il faut. Ouais, mais là, dans la vie, oui, il y en a, ça arrive. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai vendu mes biens. J'ai fait un commoda. Et quand l'huissier est venu, j'ai dit bonjour, voilà le commoda. Il m'a dit bon, je repars. Il est reparti. Non, mais ça, comme dit Sébastien, il faut être très très bien entouré. Et, parce que oui, mais moi, au départ, déjà plus grand chose, on n'a pas du tout envie de se séparer de ce qui reste. Pas du tout. Non, mais au départ, je me suis mis dans des associations. Je ne dis pas que tout était nul, parce qu'ils m'ont apporté justement ce genre d'informations. Mais l'association n'a pas été capable, si vous voulez, de faire ce que vous dites, c'est-à-dire d'aller négocier, d'aller aider les chefs d'entreprise et de dire aux gens, attention, sans violence, mais de leur dire attention, vous avez un problème. Et donc, on n'est pas violent, on emmène les moutons. Ouais, mais moi je préfère être le berger que le mouton. Hein. D'ailleurs, mon fils est berger, hein, donc voilà. Bon, ceci en passant. Donc, partant de là, voilà, il y a des choses à faire quand même, hein, pour empêcher la justice de venir vous agresser. Bon, après. De temps en temps, il y avait des huissiers qui venaient, je ne les ai pas accueillis toujours avec un bouquet de fleurs. Hein, voilà. Vous savez, des fois, ce que me disait ma maman, quand on te fait une méchanceté, n'oublie jamais d'envoyer un bouquet de fleurs, mais n'oublie pas le pot avec. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut être gentil, mais attention. Il faut dire attention, ne me prenez pas, parce que les types, là, ça suffit, quoi. Merci. Je suis désolé d'avoir usé, d'avoir utilisé cette violence, mais qui a été plus violent, si vous regardez bien? Oui, mais non, mais ça, je ne vous juge pas. Hein, Quand on vous saisit, à l'époque, je gagnais 1 000 euros, on me saisissait 200 euros sur mon revenu. Il me restait 800 euros. Bon, comment je faisais pour vivre? J'allais manger chez la famille, etc. J'étais obligé. Comment je pouvais faire? Donc, je peux avoir 800 euros que je pouvais. Pas plus de 6, Richard. Hein. Je rigole. Comment? Pas plus de 6 hein, à table. Attention. Non, mais bon, à l'époque, il n'y avait pas de masque. Non, mais par contre, la justice était masquée. Elle vous poignardait masquée. Et c'est ça le vrai problème que l'on a, c'est qu'on a affaire à des gens qui naviguent en eau trouble et qui sont payés. Qui sont c'est comme des corbeaux, quoi. Ils viennent se payer sur la bête. Et donc, c'est le système qui a été fait. C'est unique hein, dans le monde. Hein. Il n'y a qu'en France où il y a ce type de système. Hein. Il faut quand même le savoir. Il n'y a pas qu'en France. On est dans les pires, mais il n'y a pas qu'en France. Non, mais nous, on a un système plus particulier qui permet vraiment à ceux qui veulent piquer, c'est beaucoup plus feutré. Et puis, toute la journée, on nous rappelle oh, la France, le pays des droits de l'homme. Bon, arrêtez avec ça. Arrêtez. Ça suffit. Ça suffit. Ils ont que ce mot à la bouche. C'est comme le mot république. Le mot république, ils l'ont partout. Il vaudrait mieux qu'ils utilisent le mot république. À mon avis, c'est plus adapté que le mot république. Hein. La France, c'est une république bananière. Et donc, c'est pire. Moi, j'ai même eu des Africains qui me disaient, mais c'est pire que chez moi. Je croyais que c'était… Oui, parce qu'il y a des gens qui voyaient sur Internet mon dossier, ils me téléphonaient
Il me disait, comment je dois faire? Je dis, je sais pas, comme, vous savez, moi je me bats tout seul. Il me dit, mais moi je viens d'Afrique et je pensais qu'en France ça marchait mieux. Eh ben non, c'est pareil. C'est parce que nous on donne des leçons aux Africains, comment voler, comment tricher. Et donc s'ils mettent en place les mêmes systèmes qu'il y a en France, ils ont le même résultat que la France. Merci Richard pour votre témoignage. On avait dit qu'on se donnait le format d'1 heure. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions, j'en sais rien, d'autres particulières. Bon, on a quand même bien dégrossi le dossier. On a une question à poser. Comment? Non, ouais. Hein attends, pour te dire la vérité, je suis pas sur le live de l'autre côté. Après, c'est pas une heure à laquelle c'est vrai les lives sont le plus vivants de par l'actualité, mais je regarderai. Vous avez une question à me poser particulière? Non. Non, de toute façon, après, c'est des cas. Bon, votre histoire, elle est particulière sur le cheminement, mais après, on retrouve un peu le même schéma X fois et de façon très régulière. De toute façon, c'est. Ah non, mais c'est le même. Moi, je vais vous raconter. Je ne sais pas si vous avez lu le livre d'Ernest Bardot. Non. Il m'intéresse pas plus que ça. Ah bon, mais vous l'avez regardé? Mais lui, il explique vraiment ce qui se passe en donnant quelques témoignages de personnes qui ont vécu des dysfonctionnements. Mais ça m'intéresse pas. Ah bon? Non. Moi, je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que là, la période qui arrive va être très compliquée pour que ce soit à la fois les artisans, les chefs d'entreprise, les salariés, et que si les gens ne la jouent pas collectif, c'est aussi pour ça que Sébastien était là, parce qu'il représente une association et que vraiment c'est la preuve vivante que d'être ensemble, ça fait du poids. C'est important. Et vous êtes l'illustration que d'être endurant et seul, ça dure sur 20 ans et ça prend une énergie. Et tout le monde n'a pas votre pugnacité ou votre endurance. Il y a des gens qui sont déjà très fragilisés. Tu as aussi la chance d'être accompagné par sa famille. Voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus seuls, qui sont plus seuls, voilà, donc il faut vraiment. Je pense que le message, c'est de rester groupir. Hein. Si je peux me permettre une autre information, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'abord informer sa famille, parce que la famille, elle est dans la même croyance que les autres. Elle pense que la France. Encore faut-il être en contact avec sa famille. Il faut apporter. Moi, j'ai dû apporter les preuves à ma famille. Parce que eux-mêmes, ils disaient, ils ont du mal à le croire. C'est pas possible. Oui. Parce que ils s'imaginaient pas que la France soit aussi pourrie que ce qu'elle est. Et donc, il faut leur dire, mais attendez, vous avez vu le pays dans lequel on est? Et donc, là maintenant, c'est beaucoup plus clair parce que ça se voit beaucoup plus. Mais à l'époque, remettez-vous, il y a 20 ans en arrière, moi, on me disait, oh, la France, c'est un pays formidable, la sécurité sociale, le machin. Bon, c'est un pays, c'est un paradis, c'était le paradis terrestre. Donc, il a fallu que je fasse ce chemin de croix vis-à-vis déjà de ma famille pour leur expliquer. C'est difficile parce que quand vous avez vos proches qui ne vous croient pas, croyez-moi, c'est très dur. Et donc, il a fallu que j'arrive à surmonter ça, voire même à les excuser. Je les excuse parce qu'au début, ils ne m'ont pas cru. Et puis, quand ils m'ont vu, quand ils m'ont accompagné au tribunal et qu'ils ont vu ce qui se passait, là, ils ont dit, mais c'est pas possible. Non, normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. D'ailleurs, c'est important. Alors là, le Covid ne le permet pas. Mais pour l'avoir expérimenté de manière personnellement, moi, j'encourage les gens à aller dans les tribunaux. Hein, on y apprend beaucoup. C'est important. C'est important. Moi, je suis favorable à ce qu'on retransmette les jugements. Oui, je sais que les magistrats, ils sont contre. Moi, je suis pour. Il faut pas tous. Non, pas tous, mais certains magistrats, surtout ceux qui magouillent, ils n'ont pas envie qu'on les voit faire. Ils pas intérêt, donc, si on avait la possibilité de les voir en direct, comme aujourd'hui on voit les policiers qui outrepassent leurs droits, ils ne veulent plus maintenant qu'on les affiche sur les vidéos. Il y en a qui sont très honnêtes, et d'autres qui le sont moins. Mais donc là, il faut aussi que tout soit enregistré. Quand vous allez aux États-Unis, au Canada, tout est enregistré. Tout est filmé. Le moindre petit jugement est filmé. Donc, après, ça peut être une piste, mais bon, on n'est pas là. Voilà. Mais il va falloir le faire. Il va falloir le faire. Voilà, ça aussi, c'est une manière. En fait, ça ne réglera pas le problème des milliers, des centaines de milliers
de chefs d'entreprise qui vont déposer le bilan et je les plains, je les soutiens moralement. Je ne pourrais pas leur venir en aide si ce n'est que certains peuvent me téléphoner pour leur dire ce que j'ai fait. Mais est-ce que je suis de bons conseils? Des fois, la colère n'est pas toujours bonne conseillère. Hein, mais bon, des fois, c'est utile. En tout cas, ça m'a fait avancer. Moi-même, ça m'a permis aussi de continuer à vivre. Parce que quand vous êtes en colère, c'est que l'injustice est terrible. C'est que vous avez un besoin de justice énorme. Et donc, vous avez besoin d'exprimer cette colère. Et c'est ça la difficulté qu'ils vont devoir surmonter. Et donc, bravo Sébastien, si vous allez soutenir ces personnes-là, je tiens à vous dire bravo. Oui, il faut un énorme travail. On reviendra vers vous, Richard, on donnera des nouvelles aux abonnés du jugement du 26. On restera en contact avec vous, évidemment, je donnerai des nouvelles. Et merci pour votre témoignage. Votre histoire, elle est tellement ubuesque que c'était important de la relayer. Mais je ne suis pas le seul, malheureusement, des histoires ubuesques comme la mienne. Il y en a beaucoup, même si la mienne est un peu particulière par rapport à donc un vécu. Mais bon, vous savez, comme je disais l'autre fois en plaisantant, quand vous avez 1 milliard, vous êtes milliardaire. Quand vous avez 1 million, vous êtes millionnaire. Quand vous avez des centimes, ben vous êtes obligé d'être sentimental. Donc, c'est ça le chef d'entreprise. Quand il va perdre ses moyens, il va lui rester plus que les sentiments. On va partager les sentiments positifs. À bientôt, Richard. À bientôt. Merci pour votre témoignage. De votre écoute. À très bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, Seb, d'avoir été là. Alors, t'as pas pu... Je vous laisse quitter le live. Richard, il faut appuyer sur la petite croix rouge. Voilà. Je sais que ta spécialité, c'est pas le fisc, qui n'était pas intervenu autant que tu aurais pu sur des frais bancaires ou autre chose, mais c'était vraiment deux configurations parfaites d'un combat solo et un combat collectif. Et la preuve en est que ça va quand même beaucoup plus vite quand on avance en groupe et qu'on arrive à mettre des dossiers et compiler des choses sur la table, quoi. Bah, je dirais que tu arrives à percer plus facilement, de toute façon, ça c'est clair. Tu arrives à interpeller des politiques, parce qu'on a quand même reçu des sollicitations diverses et variées. Ça va d'Alexis Corbière à des députés de la majorité, donc tu as ça. Tu as du média mainstream maintenant aussi qui nous sollicite. Tout seul, tu n'y arrives pas à ça. Ou alors tu vas y arriver une fois, il y aura un article, et puis fini, terminé. Que là, régulièrement, on a tellement d'histoires et de cas différents qu'on peut en alimenter tous les mois, on peut faire un sujet, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ne perdez pas le moral, restez groupés et faites circuler vos informations. Il y a des associations qui existent, c'est important. Banque Info Recours, vous commencez à la connaître parce que je vous bourre un peu le crâne avec cette association, mais c'est parce qu'elle travaille bien et que Sébastien est éthique et son équipe aussi. Bisous à Gilles, je ne sais pas si... le vieux Gilou. Il est en décalage horaire, mais il va bien le Gilou. Voilà. Et la preuve en est de par ce témoignage que quand on est en solo, et ben, on a recours à la violence, on a recours à des menaces, on rentre dans des choses qui ne vont pas vous rendre service à terme. La preuve en est, c'est que le dossier n'est pas clos, qu'il n'a rien gagné, que donc voilà, soyons collectifs, c'était le message d'éthique aujourd'hui. Et encore une fois, j'encourage tout le monde à te solliciter si vraiment c'est compliqué. Parce que là, il ne s'agit pas de perdre le moral, là, parce que les semaines à venir vont être très dures. Surtout en prévention, parce qu'on continue à envoyer régulièrement des suspensions de crédit et tout ça, et qui est un bon outil pour limiter l'hémorragie. On a encore eu de bons résultats semaine dernière à ce niveau-là. Mention particulière au tribunal de Nîmes, où on a encore eu de la décision en une semaine à peu près pour stopper les crédits pour 2 ans. Franchement, c'est un soulagement pour les familles. Oui, c'est une bouffée d'oxygène, bien sûr. C'est clair. On verra bien ce que ça donne à long terme, parce que tout ça, ça reste des dettes et des crédits, mais ne serait-ce qu'une suspension de crédit. Il y a 2 ans pour rebondir, ce qui est déjà mieux que ce que peuvent te proposer tes banques en te facturant une suspension de 3 mois, quoi. Donc, déjà, c'est simple et efficace. Après, comment ce sera dans 2 ans, je ne suis pas voyant, donc on avisera quand la situation présente en fonction, quoi. Donc, ça, on est obligé de s'adapter. Enfin, personne ne sait de quoi demain sera fait. On aura peut-être un écrasement économique, parce que là, mine de rien, tout l'endettement et tout, on arrive à la situation de la Grèce il y a quelques années, gentiment. Donc, comment ce sera dans 2 ans, franchement, j'en sais foutre rien, quoi.
Ouais, mais bon, ne faut pas perdre le moral et puis il faut rien lâcher. C'est clair. Voilà. Et de toute façon, c'est toi, je crois que ça fait pas partie de tes projets de lâcher. Non, au contraire, on s'améliore à chaque fois. Ouais, c'est ça. Tu montes Et on les en... emmerde de plus en plus, donc on va continuer. Très bien. Bah, merci Seb encore une fois d'avoir été là, d'avoir répondu présent. Je sais que ton temps est précieux et que tu en donnes déjà beaucoup à beaucoup de gens, mais Ouais. c'était important pour nous que tu sois là. Ok, allez, à plus tard. Je t'embrasse, à plus. Allez. Ciao. Hop. La petite bouton rouge. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Ne perdez pas confiance. Essayez de rester groupés. Faites appel aux associations. Il y a des possibilités. Il y a des suspensions de crédit. Et ne vous laissez pas vaincre par la peur ni des banques, ni des huissiers, ni tout court. Voilà. Je vous embrasse tous. À très bientôt sur Éthique, live demain. Et d'ici là, portez-vous bien. Toute la clique pense bien à vous. Et à très vite. Ciao.